j'ai commencé à parler pendant le générique de fin. Ne partez jamais pendant le générique de fin. Tous ces gens qui ont bossé, qui ont fait 100 EO pour vous, là, pour vous offrir ce film, il faut les saluer. On ne part pas au théâtre quand les acteurs ils saluent. Donc voilà, normalement, c'est bien, on les applaudit, c'est cool. Et donc, ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas dégueu. Et donc, le film que vous avez vu, la post-production, puisque on est au PITS, quoi, donc on parle effets spéciaux, je vais vous parler maintenant un tout petit peu des effets spéciaux du film. L'équipe a dû travailler dans une urgence folle. Alors, travailler dans une urgence folle aujourd'hui, où on travaille beaucoup avec l'ordinateur, c'est une chose. Travailler dans une urgence folle, quand à l'époque, en fait, on travaillait uniquement avec de la pellicule, des tireuses optiques, des machines dans lesquelles on refilmait de la pellicule, on devait tirer des copies de pellicule pour faire les caches, tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais je peux vous assurer que ce n'était pas rigolo et qu'on travaillait 24 heures sur 24, non-stop. Et Retour à le futur fait partie en fait de ces films qui sont sortis en étant ce qu'on appelle des white prints aux États-Unis, c'est-à-dire des copies mouillées. C'est-à-dire que c'était des copies, on tirait des copies en pellicule 35 mm et elles avaient à peine eu le temps de sécher qu'elles se retrouvaient en fait dans le projecteur des salles aux États-Unis où le film allait sortir ensuite. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'effets spéciaux. Moi, je vais me focaliser principalement, je vais pas vous embêter très longtemps, mais je vais me focaliser principalement sur les effets spéciaux visuels. Mais il y a évidemment des effets spéciaux, ce qu'on appelle physiques ou mécaniques, notamment autour de la DeLorean, autour, ça, je vais vous en parler par contre un peu des traces de flammes en fait, que la voiture laisse derrière elle quand elle traverse le temps. Et il y a aussi des maquillages prosthétiques, c'est-à-dire des maquillages tridimensionnels. Tous les acteurs, évidemment, sur un tournage, sont maquillés, hein, mais il y a parfois besoin de spécialistes d'effets spéciaux en fait, qui vont faire des petites prothèses qu'on colle comme ça sur les acteurs pour déformer leur visage. En l'occurrence, quand les parents de Marty ou Biff, on les voit en 1985, eh ben, ils sont tous vieillis. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Ken Chaise. Ah, je vous ai mis ça en fait en introduction. C'est Einstein, donc, qui est dans la voiture quand il fait les tests au début. Évidemment, le chien ne savait pas conduire la DeLorean. Donc, en fait, il y a le cascadeur qui s'est mis comme ça ce costume de chien. Je ne sais pas ce qui est devenu ce costume de chien, j'aimerais bien l'avoir. Donc il s'est mis comme ça en costume de chien pour conduire la voiture. J'aime beaucoup cette petite photo. Et je me suis dit que ce serait une introduction rigolote. Donc voilà, je reviens au maquillage prosthétique. Donc ils sont tous maquillés et c'est maquillages très compliqués parce qu'ils ne sont pas extrêmement vieux. Par exemple, si vous avez vu un film comme Little Big Man, par exemple, il y a encore un western, parce que je sais qu'il y a un cycle western ici en ce moment, mais il y a dans Little Big Man, Dustin Hoffman est extrêmement vieilli en fait, pour des portions du film. Ça, c'est plus simple parce qu'on recouvre entièrement le visage de l'acteur. Là, en l'occurrence, ils ont surtout des petites pols sous les yeux. Là, ils ont les bajoux, parce que quand on vieillit, la gravité fait son œuvre, hein, donc on est retiré vers le sol, comme ça. Donc voilà, il y a des petites prothèses, et ça, c'est très, très compliqué. En particulier en 85, on a accès que à de la mousse de latex. Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est difficile en fait de fondre ces petites prothèses dans le visage des comédiens. Les premiers tests qu'ils font sont catastrophiques, et c'est pour ça qu'ils sont relativement dans la pénombre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en fait, quand Marty voit ses parents, quand on voit ses parents dans le présent en 85, tout est un peu tamisé comme ça. La lumière est très basse. C'était justement pour vendre, pour laisser passer en fait ces maquillages prosthétiques, ces maquillages anciens, quoi, de personnages anciens. Voilà. Donc il y a ça comme effet spécial, et donc il y a des effets spéciaux visuels. Alors pas énormément, c'est pas vraiment un film à effets spéciaux Retour à le futur. À l'époque, c'est pas considéré comme tel. Il y a 35 plans à effets spéciaux dans le film, ce qui aujourd'hui est absolument ridicule. Je ne pense pas qu'il y ait un film qui sorte en salle maintenant qui n'ait que 35 plans effets spéciaux maintenant. On truque beaucoup plus facilement et plus rapidement les films. C'est tellement pratique en fait pour effacer des choses qui ne vont pas, etc. À l'époque, 35, c'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est pas énorme non plus, c'est pas gigantesque. Donc parmi les premiers effets spéciaux les plus évidents, il y a l'effet de voyage dans le temps. Alors ça, ce sont des recherches graphiques en fait pour concevoir ces effets de voyage dans le temps. Là, vous en voyez un à gauche puis un à droite. Alors ils ont beaucoup évolué, notamment parce que dans une des premières versions, enfin une des versions du scénario, il n'était pas question en fait d'avoir l'éclair, tout ça dans la ville. Il était question en fait d'utiliser un test de bombe nucléaire. Et Marty serait allé sur un site de test.
pour récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir retourner dans son époque, en 1985. Et le gros problème en fait, auquel s'est confrontée l'équipe, c'était de faire un voyage dans le temps qui soit crédible. Bon, personne n'a jamais vu de voyage dans le temps, donc ça, c'est pas très compliqué, mais surtout différent de ce qu'on avait vu auparavant. Et il a eu un problème, en fait, Zemeckis et son équipe ont eu un problème, c'est qu'il y a eu un film qui s'appelle Terminator, qui est sorti pas très longtemps avant, et où il y a déjà des voyages dans le temps, dans Terminator, qui se matérialisent principalement avec beaucoup d'éclairs. Et donc, une des directives de Zemeckis à son équipe, c'était de leur dire, je ne veux pas d'éclairs, je ne veux pas qu'on fasse pareil. Et l'autre truc, c'était de leur dire, je veux quelque chose de brutal. Je veux qu'on ait vraiment la sensation que la DeLorean, elle est en train de déchirer quelque chose dans le continuum espace-temps. Il faut que ce soit violent, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était sa directive principale. Donc l'idée, c'était de construire autour de la DeLorean des espèces de faisceaux lumineux comme ça, qui vont comme déchirer en fait l'espace-temps. Je vous ai fait quelques captures en fait, pour vous expliquer 2-3 trucs dans cette séquence de voyage dans le temps. Ça, c'est le plan, c'est 2 images en fait, du plan principal quand on voit donc la DeLorean qui avance vers Marty et Doc qui sont à gauche là, sur l'écran, voilà, et qui va disparaître et qui va exploser devant eux. Alors en fait, ce qui se passe avec ce plan-là, par exemple, c'est que les 2 acteurs que vous voyez à gauche, ils n'ont jamais été sur la promenade des 2 Pins, enfin sur le parking en tout cas. Ils n'ont jamais été là-bas, en fait. Ils ont été filmés et incrustés ultérieurement. Vous allez voir, je vais vous montrer une photo derrière, mais ils ont été filmés devant un écran bleu. Pour vous la faire très vite, l'écran bleu, en gros, on arrive à le faire disparaître pour coller ensuite les acteurs sur un plan tourné précédemment. Donc, en gros, ils ont tourné cette scène en 2 temps. Ils ont tourné une fois avec la DeLorean qui fonçait. Et elle fonçait vers rien, en fait. Il n'y avait pas de comédien, rien. Il y avait juste un repère. Et après, ils ont filmé le même plan, en fait, mais avec juste les flammes, en fait, qui se créent et qui vont arriver sur les jambes de Doc et Marty. Et là, en fait, donc, vous voyez des petits éclairs. Tous ces éclairs-là, c'est comme les éclairs suivants, ils ont été peints à la main. C'est comme du dessin animé, en gros. Hein. C'est peint à la main, c'est réuni ensuite dans cet outil qu'on appelait la tireuse optique, qui a disparu. Et il y a tout un effet en fait, d'explosion. Ça, c'est pour le côté brutal que cherchait Zemeckis, que vous voyez ici, et qui sont principalement des explosions à l'envers. Et donc, c'est ces explosions qui ont été filmées sur un fond noir, qui ont été mises ensuite directement sur la pellicule. Et quand on fait cet arrêt sur image, on voit qu'elle a une façon un peu bizarre en fait, de réagir avec son environnement. Elle disparaît en fait, dans les noirs, etc. Mais ça va tellement vite, on n'a pas le temps en fait, de déceler tous ces petits défauts optiques, quoi. Et donc ça, c'est la scène de tournage avec les 2 acteurs. Alors, pourquoi ils n'ont pas tourné avec les 2 acteurs directement avec les flammes ? Déjà parce qu'il y a un risque pour les comédiens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un gros plan, si vous regardez la scène chez vous, après, elle est sur YouTube, si vous avez le Blu-ray, peu importe. Il y a une scène où on voit en fait, les flammes qui se créent, c'est des cascadeurs, en fait, c'est pas les comédiens. Et puis, ils ont les jambes extrêmement protégées, parce que quand bien même, c'est des flammes qui ne sont pas très, très dangereuses, c'est des matériaux chimiques qui ne sont pas hyper dangereux, ça produit de la chaleur. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas empêcher, ça, dans les effets spéciaux physiques, comme ça. Quand on fait des flammes au cinéma, on fait de toute façon, ça produit de la chaleur. Le truc, c'est que les flammes, en fait, ils arrivaient à les faire se propager, comme ça, mais elles allaient trop doucement. Or là, encore une fois, directive de Zemeckis, ça doit être brutal. Ça doit être violent. Donc les flammes, elles doivent faire comme ça. Donc sur ce plan-là, en fait, les flammes, là, le plan avec les flammes qui est derrière, on ne s'occupe pas des 2 comédiens, là, les plans sur les flammes, ils ont été accélérés pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elles défilent très rapidement. Et ensuite, donc, les 2 comédiens ont été filmés sur écran bleu. Alors, avec une surface réfléchissante au sol, d'une part pour réfléchir l'écran bleu qui est derrière eux, et aussi pour récupérer leur reflet, puisque le sol est un peu mouillé. Bon, là, ça se voit un peu moins, mais sur l'autre plan, ça se voit, il y a une espèce de reflet. Alors, c'est pas un miroir, ça. C'est une matière chromée. Je suis sûr que vous connaissez cette matière-là. En fait, on fait des ballons d'anniversaire avec ces matières-là. Ces gros ballons comme ça, chromés, en fait. Et ça, c'est une matière plastique sur laquelle ils avaient tapissé le sol. Alors, pour les plus connaisseurs, vous aurez remarqué, c'est pareil, le plan est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir, mais il y a un petit problème sur l'ombre, en fait, avec Doc, ici. Et là, il y a donc toujours ce petit problème d'ombre avec une interaction un peu bizarre avec les flammes. Et ici, il avait fallu à la main dessiner des petits caches supplémentaires pour donner l'impression que Marty, la chaussure de Marty était un peu comme dans les flammes, quoi, dans le feu.
N'hésitez pas à lever la main et dire au secours si je suis trop, si je vous sème, hein, évidemment. Ça, il fallait que j'en parle quand même. C'est l'effet de la honte. Le monsieur qui a supervisé les effets spéciaux visuels du film, c'est un génie, hein, vraiment. C'est un monsieur qui s'appelle Ken Ralston. Il faudrait l'inviter au PIDS, Yann. Vous devriez l'inviter au PIDS. C'est un mec qui est génial en plus, en interview, qui est vraiment formidable. C'est la première fois qu'il travaillait avec Robert Zemeckis. Et ce film va initier une très très longue collaboration qui ira jusqu'à La légende de Beowulf. Et ça, ce plan-là, ils en sont vraiment pas contents. En fait, comment ça a été tourné ? Eh ben, on a tourné le plan avec Michael J. Fox, et plus tard, toujours sur écran bleu, en fait, on a tourné un plan avec juste quelqu'un qui a sa main, comme ça, l'autre main, en fait, en vrai, c'est la main droite. Non, oui, c'est ça, c'est la main droite, comme ça, qui a sa main. Et en fait, on a fait comme un fondu en fait, sur la main pour donner l'impression qu'il est en train de disparaître, parce que ses parents ne veulent pas s'embrasser, ça ne marche pas encore. Et là, on voit en fait que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà de composition. On n'a pas tout à fait l'impression que la main appartient à un score derrière. Et vous avez vu, il y a un petit liseré noir tout autour. Et ça, c'est typique en fait, des effets spéciaux optiques. Avant que ça passe à l'ordinateur, à l'époque, ils faisaient tout encore une fois à l'optique, avec différentes pellicules, avec des hauts contrastes et tout. Et ça manquait parfois un peu de précision. Et là, c'est le cas. Ils ont été pressés par le temps et ce plan-là, ils n'ont pas réussi à l'affiner. Il y a une autre petite histoire derrière ce plan, c'est qu'initialement, Robert Zemeckis est un gros fan en fait, de cartoon. Après Retour à le futur, il fera un autre film qu'il a développé pendant des années et des années, qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est son hommage en fait au cartoon américain. Et donc son idée, c'était de faire un effet un peu plus cartoon, un truc qu'on aurait pu voir dans le Bip et le Coyote par exemple. C'est-à-dire que sa main ne devait pas disparaître comme ça progressivement, il devait y avoir un gros trou à l'intérieur comme ça. Comme si c'était un gros trou en fait, qui disparaissait, où il s'évaporait en fait, dans l'espace-temps. Mais ils ont fait les tests comme ça, et apparemment, alors moi je ne les ai jamais vus, malheureusement, jamais vu de photos, mais je pense que ça doit exister pourtant. L'effet était extrêmement malaisant. C'est comme si on voyait une espèce d'effet gore, quand bien même il était propre, hein, quand bien même il n'y avait pas de sang dessus, et donc ils sont revenus à cette idée beaucoup plus épurée, et qui ne marche pas très bien, quoi. C'est pas de leur faute. La scène de la foudre. Alors c'est pareil, ce sont des effets spéciaux qui ne sont pas d'une complexité folle, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes en fait, à raconter. C'est un monsieur qui s'appelle Wes Takahashi, qui a animé tous ces éclairs en fait, partout. Et l'idée, ce qui avait été indiqué dans le scénario à la base, c'était il faut que ce soit le plus gros éclair de l'histoire du cinéma. Voilà, donc ça c'était la directive de Bob Gale et de Robert Zemeckis pour la scène de cet éclair. Et c'est très compliqué à faire. Donc là c'est pareil, tout l'éclair, tout ce que vous voyez là les deux plans, c'est dessiné. C'est comme du dessin animé, c'est comme ce que faisait Walt Disney. Image par image, on dessine en fait cet éclair et on dessine les formes. Et en fait, c'est très compliqué à dessiner un éclair. C'est très compliqué de comprendre comment, de façon organique, il va se déployer en fait, dans l'espace comme ça pour gagner tout le câble. Donc, il a fallu beaucoup de tests. Zemeckis était extrêmement exigeant sur ces plans-là. Mais il y arrivait. Et pour la petite histoire, pour les plus cinéphiles, Wes Takahashi, plus tard, sera le superviseur des effets visuels sur un film que Robert Zemeckis va produire, avec Michael J. Fox aussi, qui s'appelle Fantôme contre Fantôme, et qui est réalisé par un certain Peter Jackson, qui fera plus tard Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en fait, enfin, il y a les plans aussi avec les nuages, en fait, tourmentés. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques qu'on utilise à l'époque. Il y a ce qu'on appelle des cloud tanks, c'est des réservoirs à nuages. Vous avez tous pris un thé, et deux fois, dans le thé, on met un nuage de lait. Bah, c'est le principe en fait, du cloud tank. C'était un gros aquarium, comme ça. On mélange l'eau salée, l'eau neutre, etc. Et on met de la peinture, parfois même du lait en fait, dedans. Et ça va faire en fait, ces grosses formations nuageuses. Mais Zemeckis veut quelque chose de plus réaliste. Donc il ne veut pas des gros nuages comme par exemple dans les 10 commandements ou dans Rencontre du troisième type. Ça fait des grosses formations nuageuses comme ça qui bougent dans tous les sens. Il veut quelque chose qui soit... On voit qu'il y a des nuages en fait, qui sont ici, mais ils ne sont pas surréalistes. C'est pas vraiment fantastique, c'est juste un gros orage. Et donc l'idée de Ken Ralston, ce qu'il utilise pour ça, là, ce que vous voyez, les nuages qui sont au-dessus de l'horloge, ben, c'est du coton. Ce n'est pas tout à fait du coton, c'est le rembourrage en fait, qu'on utilise pour les coussins.
Donc ils mettent au sol en fait, le rembourrage, ils le disposent pour faire des nuages qui sont un peu harmonieux, et en dessous, pour faire les éclairs, ils ont juste des petits projecteurs en fait, qu'ils allument par intermittence. Et ils vont faire, avec une technique qui s'appelle le cache contre cache, ils vont faire le split screen, ils vont au-dessus du toit de l'horloge incruster ces nuages qui arrivent. Il y a une petite anecdote, j'en profite pour dire ça, ça n'a rien à voir vraiment avec les effets spéciaux, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand Doc est là-haut, à un moment, il y a un morceau de corniche qui tombe, qui se casse. Ben, si vous revoyez le film, quand on est en 85, ce morceau de corniche n'a pas été réparé, il est déjà cassé. Au début du film, du coup, il est déjà cassé. Et l'exact morceau de corniche qui est brisé par Doc Brown. Et pour info aussi, toutes les séquences qui étaient dans les années 50 ont été tournées d'abord, au début, parce que l'idée, c'était d'avoir un lieu extrêmement propre, avec toutes ces belles enseignes, etc. Et après, ils ont tout dégueulassé pour tourner dans les années 85. Il y a un commentaire aussi, je pense, à saisir derrière tout ça. Et enfin, ça, c'est pour le chef-d'œuvre, en gros, hein, des effets visuels dans Retour à le futur. C'est le truc qui, quand vous aviez vu le film en 85, vous frustrez un truc de fou, quoi. C'est quand la DeLorean se met à voler à la fin, parce que Doc Brown emmène Marty et sa fiancée vers le futur. Juste pour ce plan-là, en fait, ils ont construit une miniature de DeLorean. Le monsieur que vous voyez à droite, là, c'est un monsieur qui s'appelait Steve Goley, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, qui était un maquettiste d'exception. Il a fait beaucoup de maquettes, notamment sur les Indiana Jones et les Guerres des Étoiles. Et donc, ils ont fait une petite DeLorean miniature comme ça, qui était un peu mécanisée, c'est-à-dire que les roues, elles pouvaient tourner, par exemple, sur le côté, elles pouvaient se pencher, etc., comme ça. Et il y avait plein de petites lampes. Alors, il n'y avait pas de LED encore à l'époque, hein, donc il n'y avait pas la miniaturisation en fait, qu'on a avec les lampes aujourd'hui. Puis aujourd'hui, les lampes sont très facilement très puissantes. Donc là, c'était des petites lampes halogènes qu'ils arrivaient à cacher en fait, dans l'habitacle de cette voiture. Donc cette voiture-là, quand vous voyez la voiture de dos comme ça, vous venez de voir le plan, donc vous en souvenez un peu, elle se soulève, etc. Tout ça est filmé, la miniature est filmée devant un fond bleu, pareil, c'est toujours la même technique, quoi. Et elle s'éloigne comme ça, et elle revient vers nous. Si vous revoyez le film, alors vous noterez la quantité de détails incroyables qu'ils ont rajoutés, parce qu'il y a des fumées en fait, dans tous les coins, etc., qui arrivent. Et il y a des petits problèmes. C'est-à-dire que quand la voiture, par exemple, elle passe sous les arbres, sous les frondaisons en fait, des arbres, il n'y a pas d'ombre en fait, sur la voiture. Et quand elle passe derrière le feuillage, derrière, vous verrez aussi, elle disparaît en fait, par moments. C'est un peu bizarre. Mais il y a tellement de détails en fait, qu'on n'y fait pas attention. Il y a des détails lumineux et tout. Et il y en a un, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu. C'est que quand elle s'éloigne, elle s'élève comme ça, elle s'éloigne, juste avant de tourner et de passer derrière le feuillage, il y a le clignotant qui s'allume et qui s'éteint. J'ai toujours adoré ce petit détail. Le truc qui est rigolo en fait et qui est assez prophétique sur cette maquette, c'est que Ken Ralston, donc le superviseur des effets visuels, disait à l'époque, il avait dit dans un magazine qui s'appelait Cinefex, il dit cette voiture volante là, elle est tellement détaillée que s'ils veulent faire une suite, eh ben on aura déjà la maquette de prête. Et évidemment, le film aura droit à une suite. Ça, c'était l'affiche teaser qui a annoncé la suite qui arrivera en 89, des années plus tard. Et évidemment, vous n'avez pas vu la suite. Je ne vais pas vous la divulgacher. Mais dans la suite, ils vont dans le futur. Ça, je peux vous le dire. Vous l'avez vu, quoi. Et dans le futur, vous le savez peut-être, je vous dis juste ce truc-là. En fait, Marty, il a encore un skateboard, mais cette fois, qui a un skateboard sur coussin d'air. C'est génial. J'ai toujours rêvé d'avoir ce truc, quoi. Je ne suis pas le seul, je pense. Et alors, il y a un truc qui est intéressant sur la suite, c'est que c'est un film qui a été réalisé en 89, donc 4 ans après, qui est un peu le pinacle en fait, de tous les effets spéciaux optiques, c'est-à-dire avant l'ordinateur. Mais c'est aussi un des premiers films à utiliser vraiment des effets numériques. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des images de synthèse au cinéma à peu près au milieu des années 70, notamment dans les films de Michael Crichton, un peu plus tard avec Tron, etc. Mais par contre, on ne faisait pas d'effets spéciaux numériques, dans le sens où on ne retouchait pas l'image qui avait été filmée avec un ordinateur. Ce n'était pas possible, ça.
Et en 89, on a un moment où le cinéma est sur le point de basculer. C'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen de scanner la pellicule 35 mm. Comme vous scannez une photo, vous avez un scanner pour scanner une photo. Bon, on faisait la même chose, mais photogramme par photogramme sur une pellicule 35 mm. Comme c'était scanné, on pouvait la mettre en fait sur l'ordinateur. Il y avait des gens notamment qui travaillaient à ILM, qui avaient inventé un logiciel, de Frangin, qui avaient inventé un logiciel, écrit un logiciel qui s'appelait Photoshop. Et donc, on a pu commencer à retoucher les images. Et une fois que c'était retouché par ordinateur, on refilmait sur un écran avec la meilleure définition possible, c'était pas ouf, mais avec de la pellicule 35 mm. Et donc Retour à le futur 2 et 3 font partie des premiers films à bénéficier de l'imagerie numérique, notamment pour ce skateboard sur coussin d'air. C'est-à-dire que dans plusieurs plans, quand il vole en fait, sur son skateboard, il n'existe pas, donc c'est triste, mais c'est la triste vérité. Mais on effaçait par exemple les câbles qui soutenaient Michael J. Fox, il y avait des supports en fait en dessous, on commençait à les effacer. C'était timide, mais c'était une révolution pour l'époque. Une évolution qui vous a amené au PIDS aujourd'hui. Donc c'est formidable. La boucle est bouclée. Merci pour votre attention. Et je vous laisse parce qu'il y a je crois qu'il y a une surprise. Merci beaucoup Julien pour cette présentation passionnante. Et je sais qu'on vous avait promis une petite surprise pour ce soir. Il paraît qu'on vous a promis de vous présenter la DeLorean du film. Alors bon, les temps sont durs, on n'a plus beaucoup de budget. Donc je vais vous la montrer là tout de suite. Donc la voilà. C'est une très belle. C'est la miniature de Steve Gollet. Voilà, non, c'est pas ça. C'est une reproduction inestimable. Donc je vais vous la faire passer. Je sens que vous êtes un peu déçus quand même. Bon, allez, vous êtes prêts en régie? Bon alors c'est parti.